Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là. Effectivement, on est assez nombreux, alors qu'il y a plein d'autres activités proposées aujourd'hui dans la ville. Et je pense qu'on a conscience tous qu'on vit un moment grave. Dorota et Michel nous ont déjà mis un petit coup de stress sur la gravité de la situation. Je vais en mettre encore une petite dose, mais ne partez pas. Après ça, on va surtout parler des solutions. Merci Michel. Donc, le pacte finance-climat, c'est une idée qu'on porte depuis plusieurs années, qu'on avait déjà mis sur la table avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel il y a 6 ans, et puis qu'on a relancé il y a 1 an avec Jean Jouzel, avec un certain nombre d'amis. Et notre but est de rassembler le plus largement possible. Notre but est qu'un maximum de personnes, de droite et de gauche, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des experts, voilà, que tout le monde, on est en train de tout faire pour que les 3 grandes associations de parents d'élèves se mobilisent là-dessus. La même semaine, on a des villes de gauche et de droite. Là, avant-hier, c'est Alain Juppé, la mairie de Bordeaux, qui votait à l'unanimité, à part le Front National, un texte pour nous soutenir. Le but est que des gens très différents disent maintenant c'est grave, maintenant on passe à l'action, et qu'ils fassent pression de façon forte et fraternelle sur les dirigeants européens pour qu'on passe à l'action, puisqu'on est dans un calendrier. On pense qu'une question fondamentale, c'est comment on finance la transition écologique, qu'il y a plein de choses qui bougent, à Lille comme ailleurs. J'étais hier à La Rochelle, il y a 3 semaines à Saint-Étienne, il y a plein de choses qui bougent dans des villes, dans des communes, dans des régions, dans des associations, dans des entreprises, mais en même temps, on est en train de perdre la bataille parce qu'on ne va pas assez vite, et si on veut rattraper le temps perdu, il faut trouver d'autres financements. Donc notre objectif est de rassembler et d'obtenir des décisions très rapides. Angela Merkel a redit il y a 3 semaines que l'Europe allait mourir si elle n'avait pas un nouveau projet. Angela Merkel a dit que c'était le sommet des chefs d'État du 13 et du 14 décembre 2018. C'est dans 2 mois, c'est pour ça qu'on est un peu stressé. C'est le sommet des chefs d'État qui doit décider, c'est le 13 et le 14 décembre 2018. Merkel souhaite qu'il y ait une décision prise cette année, ou au plus tard en mars, que les nouveaux traités ou les traités modifiés soient adoptés l'année prochaine et qui s'appliquent en 2020. Donc voilà, et si on arrive à tenir ce délai, peut-être qu'on pourra rattraper le retard. Parce que tu l'as dit, Antonio Guterres nous dit qu'on n'a plus que 2 ans pour agir. Le dernier rapport du GIEC, Dorota nous l'a dit qu'on est vraiment à un moment où il faut agir avec force et diviser par 2 nos émissions dans les 12 ans qui viennent. Donc si on arrive à faire bouger l'Europe, notre stratégie, c'est de dire qu'avec Trump, il ne se passera rien au niveau de la COP. J'étais l'autre jour à Rome en débat avec le président de la COP qui avait mendié le soutien du Vatican jusqu'à minuit, mais qui, devant 350 personnes, disait qu'il était un peu plus optimiste et qu'il espérait que la COP allait déboucher sur un succès. La vérité, c'est qu'on sait tous qu'avec Donald Trump à la Maison-Blanche, il ne peut rien se passer au niveau international. Donc soit ça provoque un découragement monstrueux, soit l'Europe, et à nos yeux l'Europe et l'Afrique, se donnent les moyens d'accélérer, et on n'attend pas Trump. Et donc si l'Europe et l'Afrique prennent le taureau par les cornes, peut-être que le Japon, que la Chine, que le Brésil vont suivre, et que celui ou celle qui va remplacer Trump se dira on était bien couillon de ne pas faire pareil. Donc vous avez déjà eu beaucoup d'infos, mais je vais quand même faire un petit quiz. On est après tout dans une maison d'enseignement. Rassurez-vous, ça n'est pas noté. Donc je vous rappelle que l'engagement de toute l'Europe, c'est d'arriver à la neutralité carbone dans 30 ans, 0 émissions nettes. Ça veut dire en gros qu'on baisse de 3 ou 4% nos émissions chaque année. Voilà, c'est l'engagement dans tous les pays. Donc sachant que c'est ça l'objectif de la France, baisser au moins de 3% ses émissions de gaz à effet de serre chaque année, quel est à votre avis le bilan de l'an dernier? On a eu les chiffres par Eurostat. Est-ce que vous pensez que c'est génial, on est vraiment les meilleurs, on a fait pile moins 3%? Est-ce que vous pensez qu'on a fait moins 1 ou est-ce que vous pensez qu'on a fait plus 1? Donc on va voter. On va voter. Qui c'est qui pense qu'on a fait moins 3? Ils ne sont pas là, merci. Qui c'est qui pense qu'on a fait moins 1? Plus 1? Excellent. On voit que vous êtes motivés. On a fait plus 3. Ça fait toujours rire, il vaut mieux en rire, mais c'est une des raisons pour lesquelles Nicolas Hulot a démissionné, c'est que ce rapport aurait dû être un électrochoc. Quand la Commission européenne fait le bilan, parce que certains pensent peut-être qu'avec tout ce qui bouge, les médias essaient de nous remonter le moral, donc on fait un zoom sur ici un truc en matière d'énergie renouvelable, ce que fait la région Nord-Pas-de-Calais, voilà. Donc il y a plein de choses qui nous permettent de garder espoir, et on finit par croire que tous les problèmes sont réglés. Mais le bilan, c'est pas qu'on va un peu trop lentement dans le bon sens, c'est qu'on va totalement dans le mauvais sens. Voilà. Et tout le monde s'en fout. Quand ce chiffre a été rendu public, je pense que le Conseil européen aurait dû passer 48 heures sur le sujet, que le gouvernement français, le gouvernement allemand aurait dû faire 48 heures où on ne parle que de ça. En fait, tout le monde s'en fout. Il y a 3 lignes dans les Échos ou dans le Monde pour dire que le bilan a été fait par Eurostat. On va dans le mur et on passe à l'actualité suivante. Les ventes de voitures augmentent en Europe, c'est bon pour la croissance. Donc, et c'est une des raisons pour lesquelles Nicolas Hulot a démissionné. Voilà. Donc, Dorota et Michel ont déjà insisté sur le fait. Alors,
on n'est pas ici pour faire des conférences, on est là pour trouver des alliés. Donc évidemment, le PowerPoint, tous ceux et celles qui le veulent, vous pourrez l'avoir gratos. Le but, c'est que dans tous nos réseaux, on diffuse. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas compris le problème. L'autre jour, on était avec Jean Jouzel devant 2 commissions de l'Assemblée nationale, la commission de développement durable et la commission affaires européennes. Et à la fin de la matinée, il y a 4 députés qui nous ont dit « Merci, aujourd'hui, on a compris le problème climatique ». 3 semaines après, on était de nouveau invités devant des députés. De nouveau, à la fin de la soirée, il y en a qui nous ont dit « Merci, je suis venu par hasard ». Je ne donnerai pas de nom. Un député très connu qui dit « Merci, je suis venu par hasard. Je trouve ça passionnant. J'ai compris aujourd'hui pourquoi c'est grave et pourquoi votre projet est efficace ». Même Jean Jouzel raconte que son frère continue à penser qu'il est farfelu et qu'en fait, il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc notre objectif est de gagner du temps. Pour certains d'entre vous, ce qu'on dit, Dorota, Michel et moi, c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais il faut qu'on arrive à faire passer dans tous nos réseaux pourquoi c'est grave, pourquoi il y a des solutions, et c'est maintenant qu'on accélère. Donc ça, c'est l'évolution des températures de la Terre. L'océan progresse un peu moins vite sur le continent européen depuis 1910. Vous voyez qu'il n'y a hélas plus aucun doute sur la réalité du réchauffement et que les dernières années, c'est plutôt en train de s'aggraver. Alors, Jean-Pierre Raffarin a fait un très beau discours en 2003 quand la France avait adopté l'objectif de facteur 4, de diviser par 4 ses émissions. Et Jean-Pierre Raffarin avait dit que ça posait un problème de justice climatique. Il parlait d'une responsabilité commune mais différenciée entre l'Europe et les pays du Sud en disant on n'est pas là pour se fouetter, mais si on fait le bilan depuis 2 siècles, la photographie c'est que l'Europe est numéro 1 pour les émissions. On est premier responsable du problème. Encore une fois, ce n'est pas pour se flageller, c'est juste pour faire la photo de la situation. Depuis 2 siècles, l'Europe est le numéro 1 des émissions, globalement, et l'Afrique a quasiment pas émis de CO2 ou de méthane. Mais le problème, c'est que c'est aujourd'hui plutôt en Afrique qu'on subit les conséquences du dérèglement climatique, alors que l'Europe, pour le moment, est plutôt un peu protégée parce qu'on a un bon équilibre entre l'océan et les terres. Et donc, Jean-Pierre Raffarin disait qu'il y avait une responsabilité commune mais différenciée et qu'il y avait une injustice. Ce ne sont pas les premiers responsables qui payent les pots cassés. Je reviens de 2 jours à Bamako, je m'en suis pris plein la tête sur la pauvreté du pays, et chez eux, ils parlent du fléau climatique ou du sida climatique, et le sida, ils savent ce que c'est le vrai sida. Les climatologues sont capables de remonter sur 1600 ans, les climatologues de tous les pays, pas seulement du Mali, sont capables de remonter sur 1600 ans en regardant les pollens, en regardant les traces d'eau, en regardant les argiles, l'histoire du climat. On n'a jamais vu une telle sécheresse que la sécheresse qu'on vit depuis quelques années au Sahel. On n'en parle quasiment pas dans les pays riches, mais c'est un drame absolument. Un climatologue que j'ai vu à Bamako me disait qu'il était d'une famille d'éleveurs et qu'il voyait bien les catastrophes qui se passaient. Donc c'est d'abord un problème de justice, d'injustice dans le fait que les premiers responsables ne sont pas du tout les plus gravement touchés. Mais peut-être, paradoxalement, bonne nouvelle, les pays du Nord aussi sont touchés et ça va peut-être favoriser un mouvement collectif. Ça, c'est une photo en Californie, dans un barrage qui retient de l'eau potable pour une grande ville, en 2011 et puis en 2014, après 3 ans de sécheresse. Et si je montre cette photo, c'est parce qu'il y a 10 ans, un certain Claude Allègre, qui avait été ministre de la Recherche, avait fait un livre plein de mensonges, il n'y a aucun doute là-dessus, en expliquant que le dérèglement climatique, c'était une idée abracadabrantesque, qui se demandait pourquoi on perdait autant de temps là-dessus, et que de toute façon, si dans un siècle ou peut-être dans 2 siècles, on ne sait pas, mais s'il y avait un problème climatique, les nouvelles technologies, les progrès technologiques allaient tout régler. Suite à ce livre, il y a eu quelques centaines de scientifiques en 1 semaine qui ont dit il y a des limites, ce monsieur ne peut pas dire n'importe quoi, il était ministre de la Recherche, donc ils ont saisi l'Académie des sciences. L'Académie des sciences a fait 6 mois de débat à la loyale, où tout le monde, y compris Claude Allègre, très sereinement, a pu mettre toutes les études sur la table, et au bout de 6 mois de dialogue, à l'unanimité, y compris Claude Allègre, qui ce jour-là a avalé son chapeau, l'Académie des sciences, à l'unanimité, a voté un texte pour dire qu'il n'y avait plus aucun doute sur la réalité du réchauffement climatique et sur le fait qu'à un peu plus de 95%, un peu plus de 95%, vous butiez sur les mots, mais les Belges ont raison, un peu plus de 95% suisse, à 95%, le réchauffement vient des activités humaines, et Claude Allègre a dû dire, voilà. Et quant au fait de savoir les technologies, évidemment, la question de la recherche est très importante. Dans le pacte qu'on propose, il y a 10 milliards prévus chaque année pour la recherche. Et parmi les gens qui nous soutiennent, il y a Michel Spiro, qui est l'ancien patron du CERN, et qui dit qu'il faut un programme de recherche. Mais la recherche ne va pas régler tous les problèmes. En Californie, ce n'est pas des imbéciles en matière de technologie. Il y a plein de start-up, ils déposent des brevets toutes les semaines. Mais quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Voilà. Et au bout de 3 ans de sécheresse, il y a des zones qui étaient complètement asséchées et on rationnait l'eau pour l'agriculture, pour l'eau des citadins. On n'avait pas le droit d'arroser son jardin, on n'avait pas le droit de prendre trop de douches chaque semaine. Donc, et ça, c'était en 2014. Et maintenant, vous avez vu les feux de forêt en 2018. On estime qu'il y a 100 millions d'arbres qui sont morts après 6 ans de sécheresse. 100 millions d'arbres et ça crame. Ça crame en août. On n'a jamais vu des feux de forêt comme ça. Ça crame juste avant Noël. C'est absolument monstrueux. Donc, il n'y a plus aucun doute sur la réalité du réchauffement climatique et sur le fait
fait que les technologies sont très importantes, mais ne vont pas nous régler. Quand il n'y a plus d'eau ou quand il y a trop d'eau, vous voyez le drame que vivent nos amis dans l'Aude, quand l'eau arrive de façon monstrueusement violente, ben les technologies n'y peuvent rien. Donc les technologies sont très importantes, mais ça ne suffira pas. Comme économiste, avant de vous dire comment on peut financer la transition, je voudrais insister, Michel en a parlé, mais sans le graphique, je trouve qu'il est assez parlant, c'est sur ce que nous coûte aujourd'hui l'inaction. Ça, c'est une courbe qui vient des sociétés d'assurance. Quand il y a 2 millions d'Allemands, il y a 3 ans, qui ont les pieds dans l'eau, les fleuves débordent, donc la sono est fichue, la vidéo est foutue, la voiture est abîmée, les sociétés d'assurance voient tous ces dossiers qui arrivent sur leur bureau. Donc elles ont une bonne image de tous les problèmes climatiques qui ont des conséquences financières, en particulier dans les pays du Nord, parce que dans les pays du Sud, les gens sont beaucoup moins bien assurés. Mais donc ça, c'est une image qui est donnée par les sociétés d'assurance, par les réassureurs, en fait. Quand il y a 2 millions d'Allemands qui sont les pieds dans l'eau, les sociétés d'assurance vont faire faillite si elles ne sont pas elles-mêmes réassurées. Et donc, c'est les réassureurs qui ont cette image complète. Vous voyez que le nombre d'événements climatiques extrêmes qui ont des conséquences économiques et financières a été multiplié déjà par 2,5. Déjà, entre 1990 et 2016, multiplié par plus de 2 le nombre d'événements climatiques extrêmes. Et leur coût est de plus en plus considérable. On a maintenant les chiffres, il n'y est pas là-dessus, mais pour 2017, rien que dans un pays, les États-Unis, en une année, 307 milliards dépensés pour les conséquences du dérèglement climatique. 307 milliards payés par les familles, payés par les collectivités, remboursés par les assureurs. C'est colossal. Donc, sans parler des dizaines de morts, sans parler des milliers de familles dont la vie est foutue parce que la maison est emportée, c'était le calvaire et on tourne ça dans sa tête pendant des années derrière. Mais donc, rien que du point de vue bêtement comptable, on peut se demander est-ce qu'il faut mettre toujours plus de centaines de milliards pour payer les conséquences du dérèglement climatique qui va s'aggraver, Michel et Dorota l'ont expliqué, ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'investir pour stopper ou calmer très fortement le réchauffement climatique. Alors, les conséquences, vous les connaissez. J'ai dit que l'Europe était plutôt épargnée, mais quand même, ça commence. C'est comme si la nature nous donnait des images pour ceux qui ont du mal à lire les rapports du GIEC, parce qu'ils sont parfois trop techniques, les courbes sont trop petites. Donc la nature nous envoie des images pour nous dire attendez, voilà ce qui vous attend si vous ne changez pas. C'est des incendies de forêt. Il y a un an, au Portugal, plus de 110 personnes qui sont mortes, des gens comme vous et moi qui se disent il fait beau aujourd'hui, on peut aller pique-niquer. On va avec quelques amis, on va avec les enfants, on prend des sandwichs, on va se promener dans la forêt, et puis tout d'un coup il y a un bruit bizarre, et avant qu'on puisse réagir, on est cerné par le feu, et les pompiers ne sont pas capables, plus de 110 personnes qui meurent comme ça. C'est des sécheresses à répétition, c'est la question des réfugiés. Évidemment, il n'y a jamais une seule cause pour les mouvements migratoires, mais l'ONU dit maintenant que la question climatique est la première cause, le dérèglement climatique est la première cause des mouvements migratoires qui sont la preuve d'une souffrance terrible et qui nous posent des problèmes politiques. On a du mal à accueillir de façon intelligente et fraternelle ceux et celles qui doivent quitter leur territoire parce qu'ils n'arrivent plus à y vivre. La question du permafrost, vous en avez parlé un peu tous les deux, c'est un des cercles vicieux qui s'enclenche et c'est pour ça que le problème est en train de s'aggraver. Donc le permafrost, vous savez ce que c'est les terres qui sont congelées autour du pôle Nord, schématiquement de l'Arctique. C'est des terres qui sont congelées depuis très longtemps. C'est le nord du Canada, c'est le nord de la Russie. C'est comme un gros congélateur, comme vous avez chez vous. Il y a de la matière organique, il y a des aliments qui sont là-dedans depuis des milliers d'années et qui sont, même en été, ça restait à moins 5, moins 10, moins 15 et la matière organique ne bougeait pas. Et puis maintenant, 2 ou 3 mois par an, la température monte à plus 5, plus 10, plus 15. Donc la matière organique, elle se décongèle. Elle pourrit, ça sent très mauvais. On a déjà tous fait l'expérience une fois d'un congélateur qui a un problème et ça commence à pourrir, voilà, c'est pas très agréable. Mais un petit congélateur, c'est pas grave. Mais quand c'est des surfaces immenses, ça produit du méthane, ce qu'a expliqué Dorota. Et le méthane a un pouvoir réchauffant beaucoup plus grave que le CO2. Il va rester moins longtemps dans l'atmosphère, il va rester seulement quelques dizaines d'années, mais son pouvoir, son efficacité, son côté dangereux est 30 fois plus important que le CO2. Donc, vous voyez le cercle vicieux, le réchauffement climatique fait que le permafrost décongèle, la matière organique se met à pourrir, elle envoie du méthane, et le méthane va accélérer le réchauffement, et là, voilà. C'est un des cercles vicieux qui se met en route. Si vous êtes là ce soir, pas la peine d'insister, mais maintenant c'est toutes les semaines qu'on voit des images monstrueuses. C'était en Philippines, des pluies diluviennes, les montagnes s'écroulent et les maisons sont balayées. On a vu dans l'Aude, il y a 2 ou 3 jours, ce qui se passait chez nous. L'Europe est plutôt épargnée jusqu'à maintenant, mais ça ne va peut-être pas durer. Pour le moment, on passe entre les gouttes, c'est le cas de le dire. Il y a 2 ans, à cause des inondations, Dorota a montré la Seine qui débordait, c'était très rigolo pour les Parisiens, pour nous honnêtement c'était rigolo de voir la Seine qui débordait, pas très grave, mais pour les agriculteurs de l'Île-de-France, du Nord-Pas-de-Calais, de la Belgique, la récolte de blé a perdu moins 31%, parce que quand vous avez ça d'eau, le grain ne se remplit pas ou il commence à pourrir. Moins 31% sur l'ensemble de la récolte, France et Belgique confondues en céréales. Heureusement que l'Ukraine a fait une très bonne récolte, parce que si l'Ukraine la même année avait fait moins 30%, on aurait des tickets de rationnement.
On a tous l'habitude d'Internet, on clique et on est servi en 48 heures, c'est youpla boum, c'est génial, tout est automatique, c'est magique. Mais on est quand même des petits mammifères qui aiment bien avoir 2 ou 3 repas par jour. Et le stock de céréales au niveau mondial, au niveau européen, il ne représente pas un tiers de la consommation annuelle. Donc si la même année, si l'Ukraine et la France étaient touchées soit par une inondation, soit au contraire une canicule au mois de juin qui fait que le grain ne se remplit pas, ou si 2 années de suite on avait ce genre de problème, on aurait des tickets de rationnement. Il ne faut pas penser qu'on est dans des sociétés qui sont au-dessus de tout ça. On est dépendant, on est pour plein de raisons, mais y compris notre dose de céréales quotidienne, on est dépendant. On a parlé du nombre de personnes qui souffrent de la faim qui augmente. On n'a pas parlé de la biodiversité. Peut-être que vous pourriez inviter Gilles Boeuf pour une prochaine conférence qui montre comment vient un effondrement de la biodiversité et comment le dérèglement climatique aggrave cette évolution. Ça, ce que je viens de dire, ce qu'on a dit tous les trois, c'est ce qui est totalement sûr, la photographie depuis 30 ans. Maintenant, si on se projette dans les 30 ans qui viennent ou les 40 ans qui viennent, Météo France dit que le scénario le plus probable, c'est des pics de canicule à 50, dans la région nord où vous êtes, 54 degrés. Ça, le corps humain n'aime pas. Ça, le corps, tous les 2 ou 3 ans, le rapport du Météo France nous dit que c'est tous les 2 ou 3 ans qu'on aura des pics de canicule comme ça. Le directeur de Météo France m'a expliqué que c'est comme un boxeur qui se prend un coup dans la tête, il se relève, un deuxième coup, il se relève, et un troisième coup, il est KO. La mortalité, aujourd'hui on estime qu'en Europe il y a à peu près 3000 personnes qui meurent chaque année de façon prématurée. C'est le sud de l'Espagne, c'est le Portugal où il y a des canicules monstrueuses, donc il y en a quelques centaines hélas dont la vie est abrégée. Mais Météo France et l'OMS pensent qu'on aura 150 000 morts chaque année dans les 30 ans qui viennent. C'est pas dans 2 siècles. 150 000 morts chaque année à cause des problèmes de canicule. Et encore une fois, ce sera tous les 2 ou 3 ans que 2003 sera l'année. La canicule qu'on a connue sera un truc complètement banal. Ça, c'est pour ce que j'ai montré, c'est pour la France. Mais le scénario, si on ne fait rien, dont Michel a parlé, c'est un réchauffement à 3, 4 ou 5 degrés. Sachant que ce sera la température moyenne. Les océans vont moins se réchauffer et les terres vont plus se réchauffer, puisqu'on sait qu'il y a une inertie de l'océan. Donc ça veut dire en particulier qu'en Afrique, enfin c'est ridicule de parler de l'Afrique au singulier, on pourrait passer la soirée à détailler les zones différentes de l'Afrique, mais même si on arrivait à limiter à seulement 2 degrés le réchauffement, les scénarios les plus probables, même si il y a encore des petites questions, c'est des récoltes qui vont baisser de 40, 50, 60%. Donc il n'y a pas besoin d'être des génies pour comprendre le problème. La population de l'Afrique va doubler dans les 30 ans qui viennent, c'est à peu près sûr que la population va doubler. Si la récolte de nourriture est divisée par 2, on imagine bien la souffrance de millions d'hommes et de femmes. Soit ils meurent sur place, soit ils vont bouger. Et comment est-ce qu'on fait pour accueillir de façon fraternelle et intelligente? On a du mal à accueillir, l'Europe a déjà du mal à accueillir 2 millions de réfugiés. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a beaucoup plus. 2 derniers points pour dire que c'est grave, et après ça on passe aux solutions. Tu as parlé du mot d'étuve, et effectivement quand Nicolas Hulot démissionne à 3 reprises, il dit la Terre va devenir une étuve. C'est le MIT qui fait beaucoup d'études là-dessus, et qui rappelle que le corps humain ne sait pas faire du froid. On a plein de qualités, on est des petits êtres géniaux, mais on ne sait pas faire du froid. Donc quand on a trop chaud, on évapore. On boit et on évapore. Et ça marche bien si l'air extérieur est assez sec. Il peut être chaud, mais sec, ça marche. Par contre, si l'air est en même temps trop chaud et trop humide, comme dans une étuve, là, le corps humain ne sait plus comment éviter la montée de température. Et notre cerveau et notre foie n'aiment pas du tout quand on passe les 38 ou les 39 degrés. Donc, le MIT dit qu'il y a des grandes zones du monde qui, pendant plusieurs semaines, auront des conditions comme une étuve. C'est la péninsule arabe, et puis c'est une grande partie de l'Asie. Pas de chance, c'est la partie la plus peuplée. La dernière étude du MIT qui est sortie cet été fait vraiment froid dans le dos, en disant que c'est la zone où il y a 400 millions de Chinois, c'est 6 fois la France. 400 millions ça fait froid dans le dos, très bonne blague, merci, un peu d'humour. Voilà, un peu de blague. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une blague. Michel aussi aurait mérité une blague pendant son intervention. Donc le MIT explique que c'est une zone avec 400 millions de personnes, vous voyez les problèmes de 400 millions qui... Donc, soit on reste chez soi, on est cloîtré, on met la clim au maximum, mais la clim, on sait que ça fait de la chaleur et on ne sait pas comment on va refroidir les centrales nucléaires en été s'il n'y a plus d'eau. Voilà, donc vous voyez bien les problèmes. Soit on sort, et le corps humain ne peut pas résister plus de quelques heures. Quand l'air est trop chaud et trop humide, les pompiers n'y font rien. Si vous restez 6 heures, 8 heures dehors, votre corps monte en température et c'est fini. Donc ça pose quand même des problèmes redoutables si régulièrement des grandes parties du monde vont devenir des étuves. Personne ne sait comment gérer ça. Donc le bilan le moins pessimiste, parce que l'ONU a des chiffres beaucoup plus flippants, c'est la Banque mondiale qui dit qu'on aurait 140 millions de réfugiés dans les 30 ans qui viennent. Et ça ne va pas être tranquille jusqu'en 2049, et tout d'un coup, au 31 décembre, oh là là, ça se complique, ça va aller progressivement, mais vous avez bien compris que le problème est en train de s'aggraver. Deuxième idée que je voudrais développer,
Sans doute, vous le savez, mais le but est qu'on arrive à faire passer les choses autour de nous. On connaît des leaders d'opinion, des gens influents qui n'ont pas encore compris ça, et au bout d'un quart d'heure, ils comprennent. Non, mais les gens sont ouverts maintenant. Avec tout ce qui se passe, les gens sont ouverts, mais il y a besoin qu'on accélère la maturation. Voilà, c'est pour ça que je me permets de vous montrer ces graphiques, même si vous les connaissez déjà. Il n'y a plus aucun doute sur le fait que le réchauffement vient à plus de 95% de nos gaz à effet de serre, le CO2 et le méthane en particulier. Ça montre, c'est l'évolution du CO2 dans l'atmosphère, mesurée depuis 1958. Ça montre aussi que tous les Américains ne sont pas comme Trump, parce que c'est l'armée américaine et des scientifiques qui ont fait un observatoire à 3300 mètres d'altitude, en haut d'une montagne, pour être sûr de n'avoir aucune pollution. On est loin de toutes les autoroutes, on est loin de toutes les zones industrielles, et tous les jours, toutes les semaines, qu'il pleuve ou qu'il vente, ils mesurent le CO2 dans l'atmosphère, qui est mesuré en ppm, en parties par million. C'est un peu comme une hormone en fait. Le CO2 agite, vous savez, vous connaissez peut-être des gens qui ont eu des problèmes thyroïdiens, même si un tout petit changement dans les hormones thyroïdiennes, ça fait qu'ils soient très fatigués ou très énervés, ou qu'ils ont les yeux qui sortent. Il suffit qu'il y ait un tout petit changement dans les hormones pour que ça fasse des conséquences très graves. Et le CO2 en fait agit même avec des petites doses, des parties par million. Et vous voyez donc, le zigouzi rouge, au début, je croyais que c'était une courbe pour les enfants. En fait, pas du tout, c'est la vraie courbe. Maintenant, par Internet, on peut avoir les chiffres toutes les semaines. Voilà, c'est l'évolution des saisons. Donc, quand les feuilles poussent et que les arbres grandissent et captent du CO2, il y a une petite diminution du CO2, la pente diminue un peu, et puis 6 mois plus tard, quand les feuilles tombent et commencent à pourrir, ça reprend. Voilà pourquoi vous avez ce petit zigouzi rouge. Mais sinon, hélas, il n'y a aucune oscillation. Vous voyez la courbe, elle est assez impressionnante. On était à 310 ppm quand on a commencé, 310 parties par million quand on a commencé à mesurer. On est à 411 cette année, on a passé un record que personne ne voulait fêter, 411 ppm au mois de mai. Ça, c'est l'évolution du CO2 depuis 60 ans. Une autre courbe impressionnante, c'est l'évolution du CO2 depuis l'an 1000. Donc là, c'est en regardant plus long, vous voyez l'évolution. En gros, c'était parfaitement stable aux alentours de 275-280 ppm. C'était stable jusqu'en 1800. Et puis, c'est le développement industriel et ça monte de façon quasiment verticale depuis 50 ans. Et c'est encore plus flippant si on regarde depuis 800 000 ans. C'est là que Jean Jouzel et d'autres scientifiques, les Français, c'est pas pour rien, c'est le GIEC a été créé il y a 30 ans, juste après la publication des travaux de Jean Jouzel et Claude Lorius. Ils sont trop modestes pour le dire, mais c'est eux qui ont fait les découvertes fondamentales en étudiant une carotte de glace de plus de 1 km. Ils sont allés en Antarctique avec des amis russes, des chercheurs russes, et ils ont décortiqué en analysant très très finement l'air qui avait été enfermé il y a 100 000 ans, quand la glace se forme, quand il y a de la neige qui tombe, on a enfermé un tout petit peu d'air de l'époque, et c'est comme ça qu'on est capable. Voilà. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a des oscillations. Et les climato-sceptiques vous disent, encore hier, il y a quelqu'un qui dit oui, mais il y a toujours eu des oscillations. Oui, il y a toujours eu des oscillations, mais elles n'avaient jamais dépassé les 300 ppm. Jamais, jamais, depuis qu'on est capable de remonter sur 800 000 ans, on n'avait jamais dépassé les 300 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Deuxième, et là, on est maintenant à 411. Donc vous voyez, ça, voilà. Donc ça veut dire que ce qu'on a fait depuis 50 ans, on a réussi en 50 ans à détraquer un système qui oscillait, mais qui était équilibré, en gros, depuis 800 000 ans. Deuxième remarque, quand les climato-sceptiques disent « il y a toujours eu des oscillations, il y a déjà eu un réchauffement », oui, c'est vrai, mais le dernier réchauffement était dû seulement aux causes naturelles, en particulier le fait que quand on tourne autour du Soleil, ce n'est pas parfaitement constant. Donc les oscillations sont dues au fait que notre petite planète n'est pas totalement constante dans sa façon de tourner autour du Soleil et que l'axe de rotation bouge un tout petit peu. C'est pour ça qu'il y a déjà eu des oscillations. Mais simplement, elles étaient 50 fois plus lentes. Le CO2 et le méthane ont un effet d'accélération qui fait que le réchauffement va 50 fois plus vite. Donc la dernière fois qu'il y a eu un réchauffement, il allait 50 fois plus lentement et on estime qu'il y avait 25 millions seulement d'hominidés, des mammifères qui nous ressemblaient beaucoup. Donc ça allait lentement, on avait le temps, et puis il y avait plein de terre pour nous accueillir. Donc il n'y avait le dernier réchauffement n'a provoqué aucun réchauffement. C'est-à-dire que le réchauffement actuel est super rapide et la Terre est pleine. Donc dès qu'il y a 2 millions de gens qui doivent bouger, ou 5 millions de gens, ça pose de très très gros problèmes. Donc effectivement, ce n'est pas 100% du réchauffement qui est dû à nos activités. Il y a une petite part du réchauffement qui est naturelle, qui est due au mouvement solaire. Et en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle à nos yeux, le fait que ce soit nous les principaux responsables, qu'à 95% soit nous, 96 ou 97, on s'en fout de la virgule, parce que ça veut dire qu'on peut agir. La dernière fois qu'il y a une catastrophe comme ça, c'est les pauvres dinosaures, c'est un météorite qui arrive, et même si les dinosaures avaient eu un cerveau mieux développé, parce que ce n'étaient pas tous des finaux, mais même s'ils avaient été plus intelligents, on peut le dire, maintenant ils ne sont plus là, ils n'y pouvaient rien. Ils n'y pouvaient rien. Maintenant, tous les scientifiques pensent qu'il y a un consensus, maintenant on peut dire que la fin des dinosaures, c'est un météorite de 10 km de large, qui arrive, qui s'écrase dans le Yucatan, c'est l'horreur, il y a des volcans, c'est 1 milliard de fois Hiroshima. En gros, on estime que le choc en une minute, c'est 1 milliard de fois Hiroshima.
Hiroshima, donc vous imaginez toutes les cochonneries qui partent dans l'atmosphère, ça déclenche des volcans sur des zones monstrueuses, donc qui crachent des cochonneries, donc il n'y a plus aucune photosynthèse, donc tous les gros bestioles qui avaient besoin de beaucoup manger meurent, voilà. Donc, mais là, ils n'y pouvaient rien, les dinosaures, ils étaient... Tandis que là, c'est nous les responsables. Quelqu'un disait l'autre jour en rigolant, c'est nous le météorite. Donc il n'y a aucune fatalité, il faut voir ça comme une bonne nouvelle, il n'y a aucune fatalité, c'est nos émissions de gaz à effet de serre, c'est nos immeubles qui sont mal isolés, c'est nos voitures, on prend beaucoup trop de voitures, c'est nos camions qui polluent trop, il y a on sait d'où vient le CO2, donc il n'y a aucune fatalité. Dernier élément d'argumentaire pour expliquer autour de nous, si vous êtes là, si vous en avez conscience, mais encore une fois, il y a des élus, il y a des parlementaires qu'il faut qu'on convainque, il y a des chefs d'entreprise qu'il faut qu'on mette en mouvement, ou des parents d'élèves, enfin tous, parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre pourquoi c'est si urgent. Moi, il y a 5 ans ou 6 ans, pourtant j'avais fait l'agro, je m'intéressais à ces questions depuis longtemps, et je n'avais pas compris pourquoi c'était si urgent. Quand Jean Jouzel m'expliquait qu'à partir de 2020, ce serait compliqué, ça rentrait par là et ça sortait par là. Enfin, peut-être il y a 8 ans ou 9 ans. Il y a 4 ans, j'avais déjà compris, mais il y a 8 ans, voilà. Donc, il faut la plupart de nos politiques, l'autre jour, on était invités, pas loin d'ici, devant les députés UDI, et je leur disais en rigolant que c'est souvent, on a l'habitude en politique de gérer des trucs. On arrive au début d'un mandat, on prend les dossiers et puis on le refile aux successeurs au bout de 5 ans. Le déficit de la Sécu, depuis que je suis né, on parle du déficit de la Sécu. Chaque gouvernement fait 2 ou 3 réformes et le repasse au suivant et il n'y a pas d'effondrement. Peut-être que ceux qui travaillent à l'hôpital auraient une autre vision des choses, mais il y a plein de dossiers qui sont très importants, mais où il n'y a pas de risque d'effondrement, il n'y a pas de point limite qu'on va atteindre. C'est-à-dire que sur la question du climat, il faut qu'on aide nos dirigeants à comprendre pourquoi on peut avoir un effondrement. Tu l'as dit, c'est 15 000 scientifiques. 15 000 scientifiques, c'est du jamais vu, qui ont écrit ce texte il y a un an. Alors pourquoi il sera trop tard? Parce que d'abord, nos émissions continuent d'augmenter, on l'a dit tout à l'heure, et que la planète, qui jusqu'à maintenant était plutôt bonne fille, par l'océan et par les forêts, la planète absorbait une bonne quantité du CO2, et donc le CO2 qui restait dans l'atmosphère de façon durable était moins important. En fait, c'est le volume la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente. Vous voyez cette courbe, on a l'impression qu'elle est linéaire, mais si vous regardez le temps qu'il faut pour franchir une marge de 10 ppm, vous voyez qu'il avait fallu 12 ans, en passant de 310 à 320 ppm, il a fallu 12 ans. Mais après ça, la marche suivante, entre 320 et 330 ppm, il a suffi de 8 ans seulement. Et la dernière marche, pour passer de 400 à 410 ppm, il a fallu 4 ans seulement. Donc c'est quand même la photographie, voilà, on ne porte pas de jugement, mais malgré tous les sommets internationaux, malgré le travail du GIEC, des milliers de scientifiques qu'on paye pour nous éclairer, eh bien, le problème n'est pas du tout en train de se calmer, le problème est en train d'accélérer. L'évolution du CO2 dans l'atmosphère va 3 fois plus vite que quand on a commencé à mesurer le CO2 finement il y a 60 ans, parce que l'océan peut-être commence à saturer, parce qu'aussi on fout en l'air des forêts, parce qu'on mange du Nutella, parce qu'on mange trop de viande de bœuf, et que donc pour nourrir nos bœufs, il faut du soja, donc on déforeste. Et donc la planète qui absorbait une grande quantité du CO2 absorbe une part de plus en plus faible du CO2. Donc il y a de moins en moins de différence entre le CO2 qu'on envoie et le CO2 qui reste très longtemps dans l'atmosphère. Deuxième raison pour laquelle les scientifiques disent qu'il y a un moment où ça va nous échapper, ou même si dans 10 ans, même si on fait le maximum, ce sera trop tard. Et le GIEC dit ça depuis 25 ans. Dès le deuxième rapport du GIEC, ils disent qu'il y a un moment où ça va basculer, ça va s'accélérer, ce sera trop tard. C'est les mouvements dont tu parlais, Dorota, c'est l'albédo qui change. Une surface blanche, on sait tous qu'elle va renvoyer la lumière et la chaleur. Une surface foncée, elle va absorber la chaleur. Donc quand la glace de l'Himalaya, la glace des Alpes ou la glace du pôle Nord et du pôle Sud fondent, il y a de moins en moins de surface blanche. Donc le réchauffement fait qu'il y a de moins en moins de surface blanche. Il y a moins de surface blanche, donc le réchauffement s'accélère. J'ai parlé tout à l'heure du cercle vicieux du permafrost, mais voilà encore un autre cercle vicieux, la glace qui fond. On a cru pendant longtemps que l'Antarctique tenait bon. Jusqu'à il y a 20 ans, l'Antarctique tenait bon et ne fondait pas, la surface ne diminuait pas, l'épaisseur un peu, mais pas la surface. Et maintenant, depuis 20 ans, y compris l'Antarctique, fond, et depuis 5 ans, l'Antarctique fond de plus en plus vite, et c'est flippant, et tu l'as dit, on avait sous-estimé, les dernières études de la NASA montrent qu'on avait sous-estimé la vitesse de perte en volume et surtout en surface. Troisième raison pour laquelle il y a des cercles vicieux, c'est par exemple, on ne va pas y passer la soirée, mais c'est les feux de forêt. En Californie, ils aiment bien leurs forêts, donc ils mesurent les feux de forêt de façon très précise et assez fiable depuis 1930. Et on voit décennie par décennie les surfaces qui brûlent. Et vous voyez que les surfaces qui brûlent en Californie ont été multipliées par 4,5. Alors, il n'y a pas que la question du réchauffement climatique. Peut-être que s'ils entretenaient mieux les forêts, ce serait moins grave. Donc, il n'y a jamais une seule cause. Mais évidemment, la question du réchauffement et du dérèglement climatique est la cause majeure. Et ça multiplie quand même multiplié par 4
la surface qui brûle. On sait tous qu'une forêt qui grandit, elle capte du CO2. Une forêt qui est adulte, c'est un stock de CO2. Et une forêt qui crame, elle va envoyer des quantités monstrueuses de CO2 dans l'atmosphère. Elle devient une surface noire qui va absorber la chaleur. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais les scientifiques passent leur temps à dire qu'il y a des boucles de rétroaction, en français normal, des cercles vicieux, et que donc, il y a un moment, souvenez-vous, une image plus classique, quand on était petit, on faisait du toboggan. Il y avait des toboggans avec 2 pentes différentes. Donc au début, ça va lentement, et si on a peur, on peut encore s'arrêter et remonter, ou s'arrêter, et puis il y a un moment où, hop, ça va, c'est plus possible de s'arrêter. Ce que disait Michel tout à l'heure, la plupart des scientifiques nous disent que si on passe les 2 degrés, même si on stoppait immédiatement les émissions de CO2, on serait sur un toboggan plus rapide qui nous amènerait vite à 3, 4 degrés, et là, personne ne sait ni comment on arrête, ni quelles sont les conséquences sur le cycle de l'eau. Donc, tu l'as dit, l'ONU, c'est pourtant des diplomates, en général, tous les mots sont pesés pour ne pas choquer. L'ONU dit qu'il y a un écart catastrophique, j'insiste, tu as montré cette courbe, mais j'insiste dessus. L'ONU dit qu'il y a un écart catastrophique entre les engagements des États qu'on ne tient pas, mais même en supposant que la France, l'Allemagne, le Brésil, les États-Unis, la Chine, même si on tenait nos engagements, on n'y arriverait pas du tout. Donc la courbe en rouge, ce sont les émissions de CO2 ou d'équivalent CO2, on transforme le méthane en équivalent CO2 depuis 1970, 1970. Donc on voit comment ça monte. Si on ne fait rien du tout, c'est la courbe en jaune, on va vers un réchauffement à 5 degrés. Mais même si on tenait nos engagements, même si la France tenait ses engagements, si l'Allemagne tenait, voilà, on aurait le réchauffement à 3,2, 3,5 degrés, c'est-à-dire on ne sait pas comment on l'arrête en fait. Donc l'ONU nous dit, attendez les gars, vous n'y êtes pas du tout. Vous vous faites plaisir en disant que peut-être qu'on va bientôt tenir nos engagements, l'Allemagne, non, vous n'y êtes pas du tout. Il faut complètement changer de braquet. Il faut casser la courbe si on veut avoir une chance que la planète reste vivable. Il y aura quand même besoin de politique d'adaptation, en Europe comme en Afrique et ailleurs. Même s'il y avait seulement 1,5 degré de réchauffement, il y aurait besoin de politique d'adaptation, mais c'est encore vivable pour la plupart de la planète. Par contre, si on est à 2 ou à 2,5 ou à 3, ça devient invivable. Donc une fois qu'on a compris qu'il fallait radicalement changer de braquet, que tous on doit se remettre en cause, que voilà, c'est émouvant. Avant-hier, Alain Juppé, avant de dire qu'il soutenait l'initiative, a dit qu'il s'excusait publiquement de ne pas avoir agi suffisamment. Donc, voilà, je pense que tous, on pourrait se dire que pour le moment, aucun de nous n'est à la hauteur, que collectivement, on a vraiment besoin de se remettre en cause, pas pour se flageller, on peut le faire joyeusement, mais c'était émouvant quand on m'a dit que c'est les écolos qui avaient proposé ce texte, on n'était pas sûr qu'Alain Juppé le soutienne, voilà, il y a des gens de ses proches qui le poussaient à dire oui, et avant de dire qu'il le soutenait, il a dit qu'il s'excusait, qu'il considérait qu'il n'avait pas fait suffisamment sur ce sujet, alors que pourtant la ville de Bordeaux fait partie des gens qui agissent. Donc si on veut prendre le taureau par les cornes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on systématiquement, dans chaque pays, c'est pas la même chose en France, au Portugal, au Mali et aux États-Unis, mais qu'on regarde de façon un peu scientifique, un peu sérieuse, d'où vient le CO2. En France, c'est d'abord les transports. On a beaucoup trop de camions. Peut-être qu'il est question de faire un canal dans votre région. Si on avait un canal, peut-être que ce serait mieux plutôt que d'avoir... je pensais bien que le représentant du président de région serait d'accord, mais même quand vous n'êtes pas là, je dis la même chose. Donc, voilà, j'étais l'autre jour à Bayonne, il y a 3 millions de camions qui traversent les Pyrénées chaque année. C'est juste monstrueux. Donc, il y a beaucoup trop de camions parce que notre alimentation fait des milliers de kilomètres. On pourrait manger des produits de saison et plus localement. Enfin, on a le droit de temps en temps pour faire un truc un peu différent, mais on a des transports en commun qui ne sont pas suffisamment efficaces. Soit il n'y a pas de transport en commun, soit ils sont souvent en panne, donc on préfère prendre sa voiture parce qu'au moins on est sûr du temps qu'on va prendre. Donc c'est la question des transports, on prend trop souvent sa voiture alors qu'on pourrait marcher à pied ou on prend son vélo. Deuxièmement, c'est l'industrie, c'est l'agriculture, c'est l'habitat. Donc on sait, il n'y a pas de mystère, c'est pas très compliqué, on sait quelles sont les sources de CO2. Et donc si on veut arriver à 0 émission, vous l'avez dit tous les deux, le but c'est dans 30 ans, c'est 0 émission nette. C'est facile, le chiffre 0 il est facile à retenir, et c'est l'autre chiffre à retenir, c'est que 100% de nos bâtiments doivent être isolés, aussi bien les universités, les centres de formation, que les maisons et les immeubles où on habite, que les gymnases, que les bureaux, les usines, 100% des bâtiments, 100% de la chaîne des transports doit être revue. En Suisse, ils ne font pas un canal, mais ils mettent sur les trains. Quand les camions arrivent, au lieu de traverser toute la Suisse sur la route ou l'autoroute, on s'est très bien organisé. Le fret, ils ont mis de l'argent dans le fret. Et en 10 minutes, les camions vont sur le train, ils traversent la Suisse en train et ça marche très bien. C'est pas plus cher et ça fait beaucoup moins de CO2. Donc, revoir notre agriculture, ça fait partie des choses qui nous rendent optimistes. Il y a 3 semaines, on était invité avec Jean Jouzel pour la rentrée des jeunes agriculteurs, la branche jeune de la FNSEA, et eux-mêmes disaient que c'était inimaginable il y a 10 ans. Je vous dis ça parce que ça montre que les esprits évoluent. Ils nous disent, il y a 10 ans, la plupart des agriculteurs étaient climato-sceptiques. On pensait que les écolos nous cassaient les pieds et que Claude Allègre avait raison. Et ils disent maintenant, il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les agriculteurs.
c'est la récolte de blé qui s'effondre de moins 30%. Cette année, c'est l'Est de la France où les paysans donnent du foin à partir du mois d'août parce que les pelouses sont complètement desséchées et en février, il faudra abattre une partie des troupeaux parce qu'on n'aura plus de foin. Donc ils nous disent qu'il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les paysans. La question est de savoir comment on finance la transition. Et avant-hier, ils nous ont dit qu'on aurait sans doute bientôt le logo officiel des jeunes agriculteurs pour notre campagne. Donc arriver à zéro émission, ça veut dire en gros qu'il faut diviser par deux notre consommation d'énergie, sobriété, efficacité. Il faut prendre beaucoup moins souvent sa voiture ou ne plus avoir de voiture et emprunter de temps en temps. On aura quand même besoin de mobilité personnelle. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui rêvent, ce serait un rêve mortifère de penser que tous ceux qui ont une grosse voiture qui fait du CO2 peuvent avoir une grosse voiture électrique. Ça, il n'y a aucune solution technique. Si la consommation d'énergie continue à augmenter, il n'y a aucune solution technique. On bute sur des problèmes de stockage d'énergie, sur les terres rares. Donc, il faut qu'on arrive efficacité, ça veut dire isoler les bâtiments publics et privés. Sobriété, ça veut dire ne pas jeter un truc quand il a 3 ou 4 ans. Quand parles-tu du pacte? Dans une minute. J'arrive, voilà. Donc, désolé si je suis trop long, peut-être que je suis moi aussi trop long. Donc, en gros, il faut diviser par deux notre consommation d'énergie et que l'énergie dont on a besoin soit une énergie non carbonée. On laisse zéro pétrole, zéro charbon, on laisse tout ça sous la terre. Certains ont peut-être peur que ce chantier peut paraître énorme, mais pour se remonter le moral, on peut se dire qu'on a déjà été dans notre histoire capable de réussir ce genre de chantier. Tout à l'heure, je suis passé en arrivant depuis la gare devant une très belle école municipale. La Troisième République, quand elle décide de faire l'école pour tous, au début, il y en a qui pensent que Jules Ferry et ses amis sont complètement fadas, que c'est impossible financièrement, qu'on n'y arrivera pas. En 20 ans, on y arrive partout. Dans tous les villages de France, on fait l'école des garçons, l'école des filles, la maison des maîtres. On s'engueule un peu parce que c'est compliqué, on est un peu en retard, mais globalement, en 20 ans, d'un pays qui était beaucoup moins riche qu'aujourd'hui, on a été capable de réussir l'école pour tous. Un autre exemple, c'est quand Kennedy dit on va aller sur la Lune, we choose to go to the moon. Il y en a qui pensent qu'il est frappadingue. Aller sur la Lune, c'est... Kennedy n'a pas la moindre idée de tous les problèmes techniques qu'il faudra régler, mais 7 ans plus tard, on est allé sur la Lune, on a créé 400 000 emplois. Kennedy a multiplié par 15 le budget de la NASA, on a multiplié par 15 le budget de la NASA, on crée 400 000 emplois, et tout le pays se retrouve autour de cette ambition, et on va plus vite que prévu, et tout le monde profite des retombées technologiques. Donc peut-être qu'aujourd'hui, sauver la planète, ou sauver notre humanité, parce que la planète s'est remise de la fin des dinosaures, elle se remettra de notre échec, mais sauver notre avenir est peut-être plus important que d'aller sur la Lune, ça mérite qu'on, comme on a multiplié par 15 le budget de la NASA pour aller sur la Lune, qu'on mette les financements. On commence les bonnes nouvelles maintenant. Massivement, un projet massivement créateur d'emplois. Parmi les gens qui nous soutiennent, je ne sais pas s'il y a ici des gens de l'ADEME, mais au niveau national, on a le logo de l'ADEME. Hier, le président de l'ADEME a fait une petite vidéo pour dire qu'il nous soutenait. Et ça, donc pour dire que ce qu'on propose est efficace, qu'on sait en gros, il y a encore besoin d'un effort de recherche, mais on sait ce qu'il faut faire, et que ça pourrait créer entre 800 000 et 900 000 emplois. C'est aussi pour ça qu'on a tous les maires ruraux de France qui nous soutiennent, ou l'association des petites villes, parce qu'ils voient les problèmes liés au dérèglement climatique, ils voient aussi leurs villages qui crèvent parce qu'il n'y a plus d'activité, et ils se disent que si on crée 800 000 ou 900 000 emplois sur tous nos territoires, ça va faire du bien pour donner du boulot à un bon nombre de chômeurs, pas seulement dans les grandes villes comme ici, mais aussi dans tous les territoires. On arrive au problème du financement, qui est la falaise sur laquelle on bute dans tous nos pays. Nicolas Hulot, quand il démissionne, le matin sur France Inter, il donne 3 exemples de financement qu'il n'a pas eu. Il voulait 5 milliards ou 10 milliards pour un plan hydrogène, pour stocker l'énergie dans un plan hydrogène. Il a eu 0,2 milliards. Nicolas Hulot voulait chaque année 7 milliards pour isoler tous les bâtiments. Il a eu 3 fois rien. Quelques mois plus tôt, c'est en Allemagne, c'est intéressant, c'est le patronat de l'industrie, le cœur de l'économie allemande, qui a rendu un bouquin de 300 pages à Madame Merkel pour dire « Nous voulons réussir la transition écologique, c'est une obligation et une opportunité, mais... » Le patronat de l'industrie demande au gouvernement allemand 50 milliards chaque année pour réussir la transition. Et Angela Merkel fait l'oups, parce que 50 milliards rien que pour l'industrie, elle ne sait pas comment le financer, parce qu'il faut aussi l'argent pour le logement et pour l'agriculture et pour les transports. La semaine suivante, c'est aux Pays-Bas que les Pays-Bas, ça les fait flipper, les études sur le Groenland qu'ils font, ou sur le... Voilà, donc le niveau de l'eau qui monte, ça les fait vraiment... 70% de la population des Pays-Bas est en zone inondable. Et donc, comment, à la une des journaux, c'est il faut isoler 2 millions de maisons avant 2030, en énorme, qui va payer? Il y a une digue, pour protéger de l'océan, il faut faire une digue de 32 km, enfin il faut la renforcer et la rehausser, qui va payer? Donc dans tous nos pays, on se heurte au même problème, et au niveau européen, la Cour des comptes européenne, la Cour des comptes dit qu'il faut 1115 milliards chaque année. Alors c'est intéressant pour au moins 3 raisons. 1115 milliards, ça dit qu'on n'est pas du tout au niveau. Et la Cour des comptes fait un rapport pour dire que tout ce qu'on fait, c'est de la gnognotte en ce moment. Elle a un rapport qui est très dur vis-à-vis de notre inaction actuelle. Mais elle dit que ça n'est pas foutu, c'est encore possible d'agir, mais il faut mettre 1100 milliards.
Donc c'est intéressant parce qu'on ne peut pas nous dire que c'est des gens irresponsables qui donnent des chiffres monstrueux. La Cour des comptes, ils connaissent les contraintes, mais ils savent qu'il y a les contraintes budgétaires, mais qu'il y a aussi d'autres contraintes physiques sur lesquelles on va s'exploser si on n'est pas capable d'agir sur la question du climat. Donc personne ne peut dire que ce chiffre est n'importe quoi. C'est la Cour des comptes qui dit qu'il faut 1100 milliards. Deuxième conclusion de ce rapport, ça tue à mon avis, ça démonte deux utopies. Ceux qui pensent qu'on peut compter sur un financement 100% privé et qu'il n'y a pas besoin d'action publique, que ni l'Europe ni les États ne sont nécessaires. Donc ceux qui rêvent d'un financement 100% privé, laisser faire le marché, orienter un peu, donnez-nous des primes, ou ceux qui rêvent d'un financement 100% public. Vu les montants qu'on cherche, on ne peut pas trouver ni du financement 100% privé, ni du financement 100% public. Il faut une mixité. Si on veut rattraper le temps perdu, il faut faire une mixité intelligente, je vais y revenir. Donc 1000 milliards, ça tombe bien, j'ai encore des autocollants qui traînent. Il y a 6 ans qu'on avait créé le collectif Roosevelt, peut-être vous vous souvenez, avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, il y a peut-être ici des gens qui ont milité dans le collectif Roosevelt. Un de nos slogans, c'était, on disait, en 2008, pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards en quelques jours, la BCE a créé 1000 milliards, et heureusement qu'on l'a fait. Et aux États-Unis, ils ont mis plus de 2000 milliards sur la table en quelques semaines, et heureusement qu'on l'a fait. Donc on disait, il faudrait faire pareil pour sauver le climat. Certains nous disaient, super, vous avez raison, c'est aussi important. Et puis d'autres disaient, vous êtes sympa, mais les Allemands ne voudront pas. L'argument qui tue, on suppose que tous les Allemands sont complètement bornés, c'est l'Europe comme on l'aime, c'est vraiment sympa pour eux. Mais donc, a priori, c'est pas la peine de lancer le débat, les Allemands ne voudront pas, ou la BCE ne voudra pas. Et puis, fin 2014, tout d'un coup, il y a un tabou qui tombe, et la BCE annonce qu'elle va créer 1000 milliards. Et on montre les échos pour montrer que ça fait sérieux. Le jour où on a fait une réunion commune, Élysée et Matignon, et un des grands chefs de Matignon, pas le Premier ministre, mais un monsieur très influent, me l'a arraché des mains parce qu'il découvrait, aucun de nous n'arrive à suivre toute l'actualité, mais ce monsieur découvrait que la BCE avait créé autant d'argent. Il passe des nuits blanches pour trouver 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là pour faire le budget, et tout d'un coup, on lui montre que sans aucun contrôle démocratique, la BCE crée 1000 milliards. On appelle ça le quantitative easing, on met des mots compliqués pour que les gens se disent « Oh là là, c'est très technique, je n'y comprends rien, il vaut mieux pas que je m'en mêle ». Mais en fait, c'est très simple. Autrefois, on appelait ça la planche à billets. Autrefois, c'était des planches qui tournaient, qui faisaient des billets. Maintenant, c'est des ordinateurs. Mais la BCE a le droit de créer de la monnaie et Mario Draghi ne s'en prive pas. La Banque du Japon fait encore pire et la Réserve fédérale en a fait des tonnes aussi. Et donc ça, c'est le quantitative easing de routine, 1000 milliards. En plus de ce quantitative easing de routine, le journal Les Échos nous apprend, si on le lit, voilà, la BCE est transparente. En une seule journée, 233 milliards créés de nouveau, ex nihilo, à partir de rien, et donnés à taux négatif aux banques. Il y a peut-être des élus ici qui s'arrachent les cheveux en disant dans tous nos villages, dans toutes nos villes, on compte à 1 million près ou à 1000 euros près. Et sans aucun. M. Mario Draghi décide 233 milliards en une journée qu'on donne à taux négatif aux banques. Vous et moi, quand on négocie, quand on a besoin d'un prêt ou d'un découvert, on négocie, on est content si on tope à plus 3% d'intérêt. Et là, les banques, c'est à taux négatif. Donc, il suffit de lever la main en disant j'en prends 40 milliards, on a déjà gagné sa journée. Mais donc, on a fait le bilan. La BCE est transparente, donc on a des gens dont c'est le métier qui nous ont aidés. C'est Jouzel et Larouturou qui portent l'initiative, mais il y a plein de gens plus compétents que nous sur les questions monétaires qui ont vérifié, qui nous ont aidés, pour pas qu'on dise de bêtises. Donc, on a regardé tous les TLTRO et tout le quantitative easing. Il y a 2 ou 3 leviers de quantitative easing au total. On a enlevé ce que les banques ont déjà remboursé, parce que les banques, parfois, elles remboursent plus vite que prévu. Et on peut montrer, personne ne nous a contredit depuis un an, que la BCE, et on s'est arrêté en décembre 2017 pour avoir les années pleines, la BCE a créé 2500 milliards en 2 ans et demi. Personne ne conteste ce chiffre. La Banque Centrale Européenne a créé 2500 milliards en 2 ans et demi. Donc ça fait pile poil 1000 milliards par an. L'opération n'est pas très compliquée à faire. Donc ça tombe bien parce que 1000 milliards, c'est ce qu'on cherchait. La Cour des comptes nous dit que si on veut sauver la planète, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Cet argent existe. Cet argent, c'est pas du rêve, c'est pas de l'utopie. Cet argent existe. La question est de savoir où est-ce qu'il est allé. Et là aussi, si on rentre dans les tableaux Excel de la BCE, on sait où il est allé. On peut montrer qu'il y a eu 11% de l'argent qui est allé dans l'économie réelle. Les prêts aux collectivités, les prêts aux ménages, les prêts aux entreprises ont quand même un peu redémarré, 11%. Et le reste, 89, presque 90%, 90, comme on dit, 90% est allé à la spéculation, ce qui pose quand même un énorme problème. Nous, vous savez, en France, on a le CAC 40. Aux États-Unis, ils ont le Dow Jones. La dernière fois qu'il y a eu une crise financière en 2008, le Dow Jones était monté à 14 000 points. 14 000. Là, il était, il y a un an, à 20 000. Et il y a 3 semaines, il était à 26 600 points. Voilà, je vous ai fait une copie d'écran. Trump exultait. Trump se réveillait la nuit pour dire que grâce à lui, c'était du jamais vu. Great, great. Les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Et Trump est très content. Mais Christine Lagarde, tous les mois, le FMI, maintenant, tous les mois,
Le FMI, encore il y avait 2 pages dans les Échos jeudi dernier, le FMI nous dit qu'on va avoir une crise qui peut être beaucoup plus grave que 2008. Maintenant, c'est tous les mois. Autant la crise de 2008, on n'avait pas été très nombreux à l'anticiper. Maintenant, la Banque mondiale, l'IIF, qui regroupe les 600 plus grandes banques de la planète, ou le FMI, nous disent qu'on joue avec le feu. La phrase qui est reprise dans les Échos, ce n'est pas une feuille de chou de la gauche, de la gauche, de la gauche qui critique systématiquement le système. Les Échos, la phrase qui est reprise en gros, une nouvelle crise pourrait provoquer, d'après le FMI, 10 fois plus de dégâts qu'il y a 10 ans. Donc, avant de venir dans 30 secondes à la solution qu'on propose, ça pose quand même une question anthropologique. Je ne sais pas s'il y a des philosophes ici. On nous a tous appris à l'école qu'on était des Homo sapiens sapiens, la branche la plus évoluée des primates. On a dit qu'on avait un cerveau le plus costaud de la planète, mais parfois on demande si on est des sapiens sapiens ou des débilus débilus. Parce que le GIEC nous prévient depuis 30 ans qu'on va vers une catastrophe et qu'à un moment où ce sera trop tard pour agir. L'ADEME nous dit, mais ça pourrait être génial, si vous prenez le taureau par les cornes, vous pouvez vivre très bien, vous allez faire des économies sur vos dépenses de chauffage, c'est tout à fait faisable, et ça va créer des emplois. D'un pays où il y a 4 millions de chômeurs, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il suffit d'aller sur le site de la BCE ou de lire les Échos pour voir qu'il y a plein d'argent, et non seulement cet argent existe, mais il nous prépare une crise dramatique. Et on est comme des lapins qui sont fascinés, qui voient le camion arriver, et on sait qu'on va se prendre la crise financière, on sait qu'on va se la prendre, hein. Chômage de masse, montée du populisme, on sait qu'on va se prendre le chaos climatique, et on attend que le drame, et voilà. Donc nous, on pense qu'on est peut-être capable de réagir, et puisque je le répète, Madame Merkel, Monsieur Macron et tous les chefs d'État européens, en tout cas ceux qui ne veulent pas la mort de l'Europe, ont dit que c'est dans les mois qui viennent, soit en décembre, soit au mois de mars, qu'on doit décider des nouveaux traités, et bien nous on dit chiche. L'Europe était née avec le charbon et l'acier, elle pourrait renaître avec un traité sur le climat, un traité climat et emploi, et en disant 2 choses dans le traité. Premièrement, on crée la création monétaire, on la met au service du bien commun, on la met au service du climat, de la biodiversité, de l'emploi. On crée une banque du climat qui aurait pour obligation de financer chaque État membre avec 2% du PIB. Donc le chiffre de 2% du PIB, il vient de Nicolas Stern, un grand économiste anglais, qui dit lui aussi qu'il n'est pas trop tard pour agir, que ça n'est pas foutu, contrairement à ce que disent certains, et qu'en plus de ce qui existe déjà, et en plus des financements privés qu'il faut mieux orienter vers ce qui est bien, c'est-à-dire stopper les subventions aux énergies carbonées et pousser les banques et les assurances à aller beaucoup plus vite vers ce qui est bon pour la planète, il faudrait en plus de ça 2% du PIB d'investissement. Donc on dit que chaque pays aurait une enveloppe dans le traité, on crée une banque du climat. On ne touche pas à la BCE symboliquement. Il y a Nicolas Hulot qui était venu conclure une journée il y a quelques mois. Il nous avait dit que l'Élysée et Matignon avaient passé l'après-midi à relire son discours parce qu'il avait peur qu'on aille trop loin. Et quelqu'un m'a dit qu'ils avaient peur que Mario Draghi appelle parce qu'il pensait qu'on voulait changer la BCE. On ne touche pas à la BCE, mais on crée une banque du climat qui est une filiale à 100% de la BEI, qui a le statut de banque et qui a pour obligation de fournir à chaque État membre 2% de son PIB fléché sur l'efficacité énergétique, sur l'investissement dans les transports en commun, le grand canal dont vous avez besoin dans la région, les transports en commun, les énergies renouvelables, aider l'agriculture à changer de modèle. On a des financements pendant 20 ans, pendant 30 ans, donc on commence par les problèmes les plus urgents, mais on sait qu'on a une stabilité. Le secteur du bâtiment vous dit qu'il veut un traité effectivement qui va donner de la stabilité parce qu'aujourd'hui les règles du jeu changent tous les 6 mois et c'est impossible de mettre les acteurs en mouvement ou de régler les problèmes de compétences si on n'a pas une vraie stabilité. Par contre, si on sait qu'on a, en gros, ça veut dire que la France avec 2% du PIB, ça veut dire que la France aurait chaque année 45 milliards qui arriveraient à taux zéro pour financer la transition écologique. Et bien si on a 45 milliards qui arrivent chaque année en France, ça change tout. Les 7 milliards que voulait Nicolas Hulot pour le bâtiment, on les a. Les 4 milliards qu'il nous faut pour l'agriculture, on les a. Les 5 milliards qu'on voulait pour le plan hydrogène, on les a. L'argent dont on a besoin pour le canal, on l'a. Donc si on a 45 milliards, il faudra vérifier qu'il n'y en a pas qui se goinfrent. Il ne s'agit pas de dépenser l'argent n'importe comment, mais ça changerait tout si on avait un traité qui est sûr. Et du coup, le secteur du bâtiment dit que si on est sûr qu'on a du boulot pendant 20 ans, on va former les gens, on va recruter des gens même peu qualifiés, qu'on va former au pied du mur, parce qu'on sait qu'on aura du boulot pendant 20 ans. Et le patron de la Banque européenne d'investissement à Bruxelles, l'autre jour je marchais sur des œufs, j'étais au siège de la BEI avec des chefs de la BCE, des chefs de la Banque de France, je marchais un peu sur des œufs au début de la matinée, et au bout de 3 heures, il y en a un qui me donne sa carte, on s'est revus depuis, maintenant il me tutoie, il me dit qu'il vient avec moi à l'Élysée ou à la chancellerie pour convaincre. Il nous a donné un document que j'ai laissé il y a 3 semaines à l'Élysée, qui dit que tout ce qu'on propose est faisable en 6 mois. Il dit que c'est faisable en 6 mois. Et il dit, souvenez-vous, quand le mur de Berlin est tombé, il a suffi de 6 mois à M. Kohl et à M. Mitterrand pour créer une banque pour financer la transition. À l'époque, c'était la transition de la Pologne, de la République tchèque, de la Hongrie. Mais en partant de rien, on avait créé la BIRD en 6 mois. Et là, on ne part pas de rien, on part de la BEI, de la Banque européenne d'investissement, qui a déjà des compétences. On part de l'argent qui est créé par la BCE et dont on ne sait plus quoi faire. Donc, c'est tout à fait faisable en 6 mois. Deuxième partie de notre traité, deuxième et dernière, après ça, on commence le débat. C'est très bien les prêts à taux zéro pour tout ce qui est rentable à long terme.
c'est très bien. Et là où il faut amorcer la pompe, là où on sait que ça va être rentable parce qu'on va faire des économies sur nos dépenses de chauffage ou d'énergie, faire des prêts à taux zéro, ça peut suffire pour enclencher un mouvement puissant. Mais il y a des moments où il faut un vrai budget. Quand on a fait l'école pour tous, on n'a pas dit aux parents qu'ils auraient des prêts à taux zéro. L'école était gratuite une semaine avant d'être obligatoire. On a besoin d'un plan Marshall pour l'Afrique. Quand l'Europe a été aidée par le plan Marshall pour se relever, 80% des sommes, c'était des dons. Ce n'était pas des prêts, c'était des dons. Donc on a besoin d'un budget. Et quand Emmanuel Macron dit qu'il veut une nouvelle ambition pour l'Europe et qu'il veut un budget de plusieurs centaines de milliards, nous on dit chiche, il faut un budget climat de 100 milliards chaque année, de l'argent qu'on peut investir, qui sera rentable. Mais comme il y a un budget éducation, il y a un budget de la défense, il y a un budget de la santé dans tous nos pays, il est temps d'avoir un budget climat au niveau européen, 100 milliards chaque année, en gros 40 milliards pour l'Afrique et la Méditerranée. Il y a besoin d'investissements massifs. Si on veut que l'Afrique se développe, mais sans passer par la case charbon et pétrole, il faut des investissements massifs dans l'efficacité énergétique, dans la biomasse, les énergies renouvelables, et aussi dans les politiques d'adaptation. 10 milliards pour la recherche. On a fait Airbus, on a fait Ariane. Est-ce que l'Europe est capable d'inventer la voiture du futur? On aura besoin moins souvent de voitures, on va marcher à pied, on va prendre son vélo, les transports en commun, mais tous quand même, on a besoin parfois de mobilité personnelle. Est-ce que l'Europe, comme on a fait Airbus, comme on a fait Ariane, est-ce qu'on est capable d'investir dans la recherche pour avoir une voiture qui sans doute roulera un peu moins vite, sera beaucoup moins lourde, et qui consommera beaucoup moins d'énergie et surtout des énergies renouvelables? Est-ce qu'on fait des ordinateurs qui consomment moins? Parmi les trucs, je vois une vingtaine d'ordinateurs ouverts devant nous, et parmi les trucs dont l'énergie et la consommation augmentent, c'est les ordinateurs. On a tous besoin d'ordinateurs, mais est-ce qu'on invente une nouvelle génération d'ordinateurs qui va consommer moins? Est-ce que l'Europe prend le leadership là-dessus? Donc 40 milliards pour l'Afrique et la Méditerranée, 10 milliards pour la recherche et 50 milliards pour financer la transition, pour que chacun de nous reçoive un chèque. Si vous devez isoler la maison où vous habitez, si vous devez isoler l'appartement où vous habitez, si vous devez isoler votre mairie, votre PME, votre gymnase, ce bâtiment de l'IEP, le but est que la collectivité dise « vous faites les travaux, on paye la moitié de la facture ». Si on veut qu'on accélère le mouvement, on pense que la collectivité doit payer la moitié de la facture, en particulier sur tout ce qui est efficacité énergétique. Donc comment trouver 100 milliards? J'ai fini dans 3 minutes les amis. Comment trouver 100 milliards sans ponctionner tout le monde? Parce que comme tout le monde, j'ai reçu ma feuille d'impôt en rentrant de vacances, puis les impôts locaux. Bon, c'est sympa, mais ce n'est pas le meilleur moment de l'année quand même. Donc si en plus on reçoit une troisième feuille avec les impôts européens, ça ne va pas être très populaire. Donc comment trouver 100 milliards sans taxer monsieur et madame tout le monde? On reprend une idée de Jacques Delors, il y a 30 ans. Jacques Delors disait qu'il fallait lutter contre la concurrence fiscale intra-européenne en disant c'est pas le reste du monde qui nous l'impose, c'est nous la concurrence. Depuis que l'Angleterre est rentrée, il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais depuis que l'Angleterre est rentrée, chaque pays baisse son impôt sur les bénéfices parce que le voisin fait pareil. Vous voyez l'évolution, c'est une courbe de KPMG, donc personne ne peut douter de leurs chiffres. En gros, le taux d'impôt sur les bénéfices en 40 ans on est passé de 45%, si on regarde un peu plus loin, on était à 45%, on est tombé à 19%. La Commission européenne dit qu'aujourd'hui, en 2018, la courbe s'arrête en 2010, on est tombé à 19%. Aux États-Unis, c'est le journal Ouest France qui a fait cette courbe qu'on trouve assez intéressante. Aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt était à 38%. Parce que quand Roosevelt arrive, il y a le même problème. La Floride baisse son impôt, puis l'Arkansas baisse son impôt, puis le Texas baisse son impôt. Et c'est très cool pour les entreprises qui font du tourisme fiscal. Mais les caisses sont vides et Roosevelt ne peut rien faire. Et en 4 mois seulement, Roosevelt a fait un impôt fédéral en disant que vous soyez en Floride ou au Texas, vous payerez le même impôt. Les actionnaires ont grogné pendant que c'était un communiste qui allait tuer l'Amérique, mais Roosevelt l'a fait, a tenu bon, et de Roosevelt, et ça n'a pas tué l'Amérique, les actionnaires pouvaient vivre, on a tous besoin d'actionnaires, enfin c'est normal que les actionnaires soient rétribués, ils prennent un risque quand ils créent une entreprise, mais même avec un impôt à 38%, les actionnaires arrivaient à vivre, et donc de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt aux États-Unis était à 38%. Donc c'est quand même étonnant de se dire qu'en Europe, on est tombé à 19%, et qu'un pays libéral comme les États-Unis avait un impôt 2 fois plus important. Je dis avait parce que Trump a fait passer une réforme qui l'a fait tomber à 24%, mais ça veut dire que même avec Trump, l'impôt sur les bénéfices aux États-Unis est un peu plus important qu'en Europe. Donc ce qu'on propose pour trouver un budget climat, si on veut financer la transition sur tous nos territoires, en plus des prêts à taux zéro, qui est un budget, une contribution de 5%, un impôt sur les bénéfices, sachant, dernier argument, que le FMI dit que la part des bénéfices n'a jamais été aussi importante et que dans les bénéfices, ce qui va aux salariés ou ce qui va à l'investissement est très faible et que la part des bénéfices qui va aux dividendes est de plus en plus importante. Vous vous souvenez peut-être le discours de Nicolas Sarkozy qui expliquait qu'il voulait un partage équilibré en 3 tiers, un tiers des bénéfices pour les salariés par l'intéressement, un tiers pour l'investissement et un tiers pour les dividendes. Ça, c'était le rêve.
Mais en fait, on en est très très loin et on s'en éloigne chaque année. La part des bénéfices qui n'est pas réinvestie augmente chaque année. Et le FMI dit que ça devient un problème macroéconomique, que s'il faut toujours plus de dettes pour maintenir la croissance, c'est qu'il y a une fuite dans le système, sinon il n'y aurait pas besoin de toujours ce surplus de dettes. Et le FMI dit que la fuite, c'est l'argent qui part vers les dividendes et qui, pour l'essentiel, part sur les marchés financiers et profite seulement aux 0,5 ou 1% de la population. Donc même du point de vue bêtement économique, prendre 5% sur les bénéfices non réinvestis pour les mettre dans l'économie, pour faire de l'investissement, c'est plutôt une bonne chose. Et s'il y a une crise financière, ça nous permet de passer à travers l'orage de façon plus efficace. Je le répète, c'est faisable en quelques mois. Et si on a ces 100 milliards, on peut avoir un vrai plan Marshall pour l'Afrique et la Méditerranée, on peut avoir une vraie politique de recherche et rattraper le temps perdu dans tous les domaines où il faut inventer. Et puis chacun de nous peut avoir un chèque si vous faites des travaux dans la maison où vous habitez, si vous faites des travaux dans la mairie où vous vivez, ou dans le gymnase où vous faites du sport. Si vous êtes dans une PME, il faudra isoler le bâtiment et peut-être changer la chaudière. Vous recevrez un chèque qui vous paiera la moitié de la facture. L'Europe et les États membres, grâce à ce budget, l'Europe et les États membres disent on paye la moitié de la facture. Du coup, si tout le monde a compris pourquoi c'est grave, si ce n'est pas juste le truc de Nicolas Hulot et du GIEC, mais si tout le monde a compris pourquoi la question du climat nous concerne, s'il y a les compétences, et c'est un cercle vicieux aujourd'hui, il n'y a pas les compétences parce qu'il n'y a pas les budgets, mais si on a les compétences et si on peut dire que la facture va être divisée par 2, on peut penser qu'on va franchement accélérer la dynamique dans tous ces secteurs. L'effet sur l'emploi, il y a des secteurs où on va détruire de l'emploi, parlons franchement, les gens qui travaillent dans le charbon, en Pologne ou en Allemagne, dans 15 ans, ils n'auront plus de boulot, mais raison de plus pour faire une transition globale, parce que du coup, ils vont trouver des boulots. On va créer des emplois dans le bâtiment, on va créer des emplois dans le transport en commun, on va créer des emplois dans les énergies renouvelables. Donc, plus la transition sera globale, plus les gens qui vont perdre leur boulot dans le charbon ont des vraies chances de retrouver un boulot correctement payé à moins de 20 km de chez eux. Donc, il y a des secteurs où on va détruire de l'emploi, mais globalement, même si on tient compte des destructions d'emplois, le bilan qui est fait en France, c'est entre 600 000 ou plutôt 800 000 ou 900 000 créations d'emplois. Il n'y a pas de doute sur le fait que le bilan sera très positif et qu'on va y faire des économies. On pourrait tous, en moyenne, faire entre 800 et 1000 euros d'économies sur nos dépenses de chauffage. C'est la Commission européenne qui dit que si on se donne les moyens d'isoler, vraiment de tenir nos objectifs, chacun de nous, à titre perso, va faire chaque année 800 ou 1000 euros d'économies. Les créations d'emplois seront au niveau des territoires. C'est au niveau des territoires qu'on voit les problèmes. C'est au niveau des territoires qu'on innove et qu'on trouve des solutions. Simplement, au niveau des territoires, on bute aujourd'hui sur le financement. Donc, s'il y a des financements qui arrivent, au niveau des territoires, on va créer des dynamiques, on va faire des échanges de bonnes pratiques. Et c'est comme ça que ça bouge. Je finirai en disant que il n'y a pas de baguette magique, que ce dont je vous parle depuis une demi-heure, c'est un levier fondamental, le financement. Mais j'ai une amie qui est médecin, qui travaille sur la question du sida, et qui dit que sur le sida, on a fait des progrès, qu'on a compris qu'il fallait 3 molécules en même temps, ce qu'on appelle la trithérapie. Il n'y a aucune molécule qui, toute seule, est capable de foutre KO le virus. Par contre, si au même moment, tous les jours, vous prenez 3 médicaments, les 3 molécules sont capables de foutre KO le virus. Et sur la question du climat, c'est pareil. Au lieu d'opposer les solutions, il faut les mettre en œuvre en même temps. Il faut orienter les financements privés vers ce qui est bon pour la planète. Ça veut dire stopper les subventions aux énergies fossiles, et que changer les règles du jeu pour que les sociétés de banque, les assurances, progressivement, pas du jour au lendemain, mais que dans 5 ans, dans 10 ans, que l'ensemble des financements qu'ils font aillent vers ce qui est bon pour la planète et assèchent les secteurs polluants. Deuxièmement, augmenter le prix du carbone. Et s'il y a un traité européen, on pourrait le mettre dans le traité pour être sûr qu'on va le faire. Mais la question du timing est importante. Parce qu'aujourd'hui, si vous augmentez le prix du carbone ou le prix de l'essence en France, il y en a qui vont se sentir piégés. Quelqu'un qui prend sa voiture tous les matins pour aller au boulot, dans une zone où il n'y a pas de transport en commun, un agriculteur qui doit faire son exploitation. Si on n'a pas fait d'abord des investissements pour changer nos pratiques, si on n'a pas fait des investissements dans les transports en commun, si on augmente aujourd'hui le prix du pétrole, il y en a qui vont se sentir piégés. Je vous rappelle qu'à 40% des Français qui n'ont aucune épargne, si on leur pique de l'argent en augmentant le prix du carbone, ils vont hurler et ça se comprend. Donc il faudra augmenter le prix du carbone, il n'y a aucun doute, il faut le mettre dans un traité pour que ça se fasse, mais il faut d'abord faire des investissements qui permettent aux gens, dans leur vie personnelle, dans leur vie quotidienne, de sortir de leur dépendance aux énergies carbonées. Troisième point, définir de nouveaux standards. Dire que dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés, que dans 20 ans, il n'y a plus aucune voiture qui roule si elle consomme plus de X litres ans, qu'on arrête de construire avec du béton. Tous ceux qui travaillent là-dessus vous disent que quand on construit en béton, le béton avec du ciment, avec de la ferraille, ça consomme une quantité folle de CO2, ça produit du CO2, tandis que construire en bois, maintenant, à Bordeaux, je ne vais pas passer la soirée à faire la pub d'Alain Juppé, mais à Bordeaux, maintenant, il y a des immeubles de 8 ou 9 étages qui sont faits totalement en bois. Et c'est magnifique, et c'est très confortable, et le bois va stocker du CO2. On sait tous qu'un arbre qui grandit, il se construit avec des milliards de molécules de CO2, et le CO2 qui est dans le bois va rester là pendant un siècle. Donc si on continue à construire en béton, on provoque
des quantités de CO2. Donc, parmi les règles du jeu, ça pourrait être on ne construit plus en béton. Même le patron de Eiffage a signé notre appel et dit que même on peut faire des ouvrages d'art très très beaux en bois ou en bambou. Et dernier point, on finance tout ça avec le pacte climat. Ça n'est possible que si on parle à l'intelligence des gens. Toutes les solutions techniques ne marchent pas si la plupart des citoyens n'ont pas compris. Et ça n'est possible que si on vise une action universelle. On n'aura pas d'accord international à cause de Trump. Mais déjà, si l'Europe et l'Afrique, Europe et Afrique lancent la dynamique, ça a quand même de la gueule et ça pourrait pousser d'autres zones du monde à accélérer. Je finirai, c'est vraiment le dernier slide, en disant que ça se joue dans les mois qui viennent. Vous le sentez, on est tous un peu stressés. La situation est grave du point de vue du climat, la situation est grave du point de vue de l'Europe. Et les chefs d'État ont redit, Merkel, je répète, a redit, j'insiste parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience du calendrier européen, il y a eu le rapport du GIEC qui est sorti il y a 2 semaines. Il y a la COP24 qui va commencer le 3 décembre en Pologne. Donc on va avoir tous les chefs d'État qui vont venir en Europe, on va parler du climat et on va dire oh là là, Trump il est vraiment bête. Oh oui, Trump il est bête. Mais est-ce que ça suffit pour faire une excuse pour nous ne pas agir? Et il y a 2 sommets fondamentaux. Le sommet du 13 et du 14 décembre. En principe, c'est ce sommet qui doit décider de l'avenir de l'Europe et qu'est-ce qu'on met dans les traités. Et maintenant, les chefs d'État disent que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en décembre, ils doivent se mettre d'accord en mars pour envoyer un signal que l'Europe est capable de bouger, que tous ceux qui disent que l'Europe est aux mains des lobbies, que l'Europe est aux mains des banquiers, il faut leur donner tort, il faut montrer que l'Europe peut se mettre au service du bien commun. Donc il faut tout faire pour avoir une décision dont tout le monde entend parler juste avant au mois de mars. Et l'Europe aujourd'hui, c'est un truc qui gaffe tout le monde, comme on dit à Bordeaux, ça ronronne au mieux. J'ai fait un livre avec Michel Rocard il y a 5 ans, et même Michel voulait enlever le chapitre sur l'Europe. Il me disait, Pierre, plus personne ne peut croire que l'Europe va se relever. Il disait, tout ce qu'on a écrit par ailleurs est important et crédible. Donc même Michel Rocard, il a fallu 1 heure pour le convaincre qu'il fallait encore, on pouvait espérer quelque chose de l'Europe. Mais aujourd'hui, c'est un truc pénible, l'Europe, pour être poli, très décevant. Mais au début, l'Europe, c'était un truc qui déchire. Schuman et Adenauer, quand ils décident de mettre ensemble le charbon et l'acier, le Figaro titre une initiative révolutionnaire. Ça fait des décennies qu'on se tapait dessus, les Allemands et les Français. À chaque fois, il y avait des millions de morts, c'était l'horreur, des millions de familles qui avaient la haine. Et en 2 semaines seulement, Schuman et Adenauer décident de mettre ensemble le charbon et l'acier. Et les premiers mots de Schuman sont magnifiques. La paix mondiale ne saurait être préservée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Et ils disent, juste la phrase suivante, la France, ou 2 lignes plus loin, la France et l'Allemagne proposent aux pays voisins une action limitée mais décisive. Une action limitée, c'est juste le charbon et l'acier, mais décisive, la guerre n'est plus possible. Eh bien, je crois que c'était vrai en 1950, mais qu'aujourd'hui aussi, en 2018, la paix mondiale, pour être préservée, a besoin d'efforts créateurs à la mesure des dangers qui nous guettent, et qu'il faut une mesure limitée mais décisive, et ça aurait de l'allure si l'Europe mettait la finance au service du bien commun, et c'est à nous de le décider. Si on laisse nos grands chefs agir, peut-être que dans 10 ans on se mordra les doigts, mais je pense que c'est à nous. Stéphane Hessel n'est plus là, mais il était très favorable à ce projet, et Stéphane disait jusqu'au bout, encore quelques jours avant sa mort, je le voyais, il était dans son lit, il me disait Pierre, il faut lutter contre le découragement. Tous les gens qui pensent que c'est foutu, il faut leur rappeler qu'on a connu des ambiances complètement pourries, des systèmes inhumains qui paraissaient là pour l'éternité, et c'est des citoyens qui se sont levés et qui les ont fait tomber. On a connu l'apartheid et la fin de l'apartheid, on a connu le mur de Berlin et la fin du mur, et à chaque fois ce sont des citoyens, au début 3, 30, 50, qui se mettent dans la rue, qui ont fait bouger les choses. Donc je crois aujourd'hui qu'il faut que de façon forte, on pousse nos dirigeants au courage pour avoir ce genre de réforme dans les mois qui viennent. Merci beaucoup.